Patrick, voilà, toi, la parole sera à toi bientôt. Tu t'arranges avec Pierre. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez là? Très C'est bien, fantastique. je vous entends, oui. très Oui, bien. Patrick, on fera comme on a dit. Première question sera pour toi, ça va? Bonsoir, professeur Simon. Bonsoir, je m'appelle Anna. Oui, bonjour. Bonsoir. Je vous ai vu à la télévision. Vous passez très bien à la télévision et vous passez très bien à la caméra aussi. Merci, c'est gentil. Ils m'ont interviewé sur un sujet que je connaissais pas très bien, c'était très embêtant et dont j'avais absolument aucune information. Vous êtes, mais franchement, Vous n'avez je m'en rien suis pas vu? rendu compte. Tant mieux, On n'a rien vu. tant mieux. Vous passiez très bien. Merci. Donc, je peux vous poser des questions sur l'achat des F-35 de la force aérienne, par Ah oui, exemple, puisque ça, vous je suis parlez super très bien douée. de tout. Patrick, non. Nous sommes 513. Oh mon Dieu, c'est vrai? Mhm. Ah, Ça monte, ça monte. Est-ce que vous permettez que j'enregistre la conférence? oui, oui, bien sûr. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouvel e-apéro. Alors, après ces longues semaines de confinement,
on commence tout doucement à penser à redémarrer à travailler dans le cabinet de façon plus, plus classique, on va dire. Et donc, au vu de cela, ben, les questions sont innombrables. On se pose beaucoup de questions par rapport aux mesures d'hygiène et de prévention que l'on doit prendre pour protéger nos patients, pour protéger nos équipes, pour se protéger soi. Et vraiment, les questionnements sont immenses. Et ce soir, on a vraiment la grande chance d'accueillir le professeur Anne Simon. Bonsoir. Bonsoir Anne, qui va essayer de répondre à quelques questions qu'on lui a déjà posées au préalable. Donc on a un petit peu orienté le débat déjà. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions directement au professeur Simon. Professeur Simon, elle est responsable de l'hygiène hospitalière aux cliniques universitaires Saint-Luc. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fait vraiment fait référence dans le domaine. Dans un premier temps, Madame Simon va dresser le cadre de l'hygiène qu'on doit avoir au cabinet dentaire, l'hygiène de base et peut-être plus conforme à ce qui se passe pour le moment. Deuxièmement, elle va répondre aux questions qu'on lui a posées préalablement. Et enfin, toutes vos questions que vous posez directement à l'oratrice, seront communiquées par Marc Nakar et moi-même. On va synthétiser les questions et les posera pour vous à l'oratrice. Ces questions que vous voudrez bien poser, vous les posez si vous voulez les poser, vous servez de la petite bulle qui est dans le bas de votre écran, un petit phylactère, une bulle. Vous cliquez dessus et ça vous permettra de taper vos questions dans la zone de questions. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voudrais bien aussi remercier notre sponsor, Rémédical, qui nous aide pour cette soirée ce soir, pour ce séminaire. Un grand merci à Rémédical, que tout le monde connaît bien dans la profession. Je passe la parole à Madame Simon. Vas-y, Anne. D'accord. Vous m'activez le partage de mon écran? Que je n'arrive pas à partager mon écran. Un petit instant, ne touche à rien. Olivier, s'il te plaît. Oui. Minute. Hier, vous me l'avez mis en surbrillant, là, je ne sais pas cliquer pour partager le contenu. Petit instant. Oui, attendez, un petit instant. Attendez un petit instant, ne touche à rien. Non. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive en même temps. Ce sont les aléas du direct. Hein. On a un peu de succès. Voilà, il y a un trafic énorme et c'est pas facile, mais on va y arriver dans quelques instants, je pense. Voilà. C'est bon. Ok, parfait. On passe la barre des 700 participants, donc il y a beaucoup de trafic et j'ai eu du mal à donner la main. Mais voilà. D'accord, mais ça y est, là vous voyez mon écran? Pas encore. Le petit carré avec la flèche. Oui, c'est fait. Vous avez partagé quoi? J'ai partagé un PowerPoint. Je vais réessayer. Attendez. Partage du contenu. Il faut que je le trouve quelque part. Voilà. Très bien. OK? Tout à fait. Parfait. J'avais fait une fausse manœuvre. Bon, bien, bonsoir à toutes et à tous. Je sais que ce n'est pas le succès de Anne Simon, c'est le succès du coronavirus, évidemment. Donc, je sais rester très humble, mais je suis ravie de partager des tas de choses avec vous parce que grâce au fait de préparer ceci, j'ai pas mal réfléchi et je voudrais surtout d'abord vous féliciter pour ce magnifique document que vous m'avez envoyé sur les réflexions et les propositions d'adaptation de nos pratiques dentaires. J'ai vraiment l'impression que vous avez pensé à tout et j'ai plus grand chose à vous dire. Donc, mon propos va être peut-être de mettre l'attention sur certains points qui me paraissent vraiment critiques et auxquels on ne doit pas déroger. Alors, puisque-t-on des infections lors des soins dentaires, c'est toujours comme ça que je commence mon cours au dentiste en premier master. Évidemment, on risque des infections lors des soins dentaires, qu'on soit patient, qu'on soit dentiste ou qu'on soit aide dentaire, qu'on soit prothésiste ou même qu'on soit technicien de surface. Donc, le risque, il est là aussi avec le coronavirus et je dirais que
bien plus que partout ailleurs, vous faites partie des professions les plus à risque puisque le patient ne peut pas reporter de masque quand il vient chez vous pendant le soin, fatalement. Et la deuxième raison, c'est que vous générez énormément d'aérosols, les aérosols étant non seulement des grosses gouttelettes, mais aussi des toutes petites gouttelettes. En fait, c'est vous qui les fabriquez, les aérosols, vous faites éclater les grosses gouttelettes qui sont normalement générées lors de vos soins, vous les faites éclater avec vos systèmes de turbines et de contre-angles qui tournent, enfin tout votre matériel qui tourne très très vite. Et donc ces aérosols sont complètement particuliers parce qu'ils vont contaminer énormément l'environnement. Et la grosse difficulté dans cette période post-Covid, c'est que vous allez aussi avoir affaire à des patients asymptomatiques, présymptomatiques ou qu'on appelle symptomatiques aspécifiques. Et donc, il va falloir considérer tout patient, toute personne qui vient dans votre cabinet comme potentiellement contagieux. Alors, les asymptomatiques, on ne sait pas très bien depuis quand ils sont asymptomatiques, on ne sait pas très bien depuis quand ils ont été contaminés, est-ce qu'ils excrètent encore beaucoup de virus ou pas. Les présymptomatiques, ce sont des gens qui sont dans la phase de pré-développement des symptômes, donc 24 à 48 heures avant le début des symptômes, et on sait que c'est un moment où on excrète énormément. Et le symptomatique aspécifique, mais il y a des gens qui ont vraiment des symptômes tout à fait peu spécifiques, vomissements, diarrhée, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend habituellement avec un pathogène qui provoque habituellement des infections respiratoires. Et donc l'anosmie, la gueusie, ça vous connaissez, mais ça ce sont beaucoup de plaintes, enfin ce sont des plaintes que rencontrent beaucoup de patients. Alors dans les symptomatiques aspécifiques, il y a aussi des gens qui ne vont pas faire de fièvre, et sachez que ça, c'est la majorité. Donc, prendre la température, c'est une sécurité supplémentaire, mais c'est vraiment pas la seule à laquelle il faut faire attention. Donc, tout patient chez vous va être considéré comme potentiellement contagieux. Alors, ça aussi, je montre souvent aux étudiants, et là, vous voyez directement qu'on va générer lors de la toux et de l'éternuement des grosses gouttelettes qui vont habituellement tomber très vite puisque on habite sur la Terre. Ma vie serait vraiment très compliquée si je devais vivre sur la Lune en tant qu'hygiéniste, parce que là, j'ai quand même la chance qu'on va profiter d'une certaine sédimentation naturelle, mais vous voyez qu'il y a aussi ce nuage d'aérosols qui part et qui, lui, va aller beaucoup plus loin et qui, s'il est chargé de coronavirus, va contaminer tout l'environnement. Alors ici, vous allez me dire, elle l'a choisi, il a un grand nez, une grosse bouche, une grosse tête, il envoie un aérosol énorme, mais voilà, une belle petite asiatique, toute fine, toute frêle, et vous voyez que lorsqu'elle tousse ou qu'elle éternue, c'est exactement le même type de nuage que l'on va rencontrer. Et c'est ce nuage-là que vous allez aussi générer lors de vos actes dentaires. Alors, j'ai appris ça d'une conférence que Pierre m'a partagée avec moi et donnée par un de vos collègues. Donc, les aérosols que vous générez avec vos turbines, manifestement, et vos contrats, manifestement, ils peuvent aller jusqu'à plus de 6 mètres et ils restent jusqu'à 3 heures en suspension. Donc, ça, ce sont des notions importantes quand on va devoir parler d'environnement partagé, quand on va devoir parler de succession, quel est le timing pour entre deux patients pour être sûr que l'environnement n'est plus contaminé. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on doit absolument garder en mémoire. Alors, ça, j'ai repris, vous avez vu que les détartrages sont assez déconseillés pour le moment, et ça, c'est l'état d'une visière. Après un détartrage, vous voyez bien toutes les petites projections, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, il faut vraiment se prémunir de ce risque de contamination. J'ai mis une visière volontairement parce qu'on en reparlera. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de protection qui soit, pas le seul bien sûr, mais un des meilleurs. Alors, les routes potentielles de transmission, c'est du patient au dentiste. Il ne faut pas oublier que ça peut être du dentiste au patient, puisque vous aussi, vous pourriez éventuellement être malade. Et donc là, un message important, c'est si vous ressentez le moindre symptôme typique de coronavirus ou même autre, n'oubliez pas que vous êtes aussi contagieux pour les patients ou pour vos collaborateurs. Donc, il faut absolument
s'arrêter de travailler. L'éviction, elle est de minimum 7 jours, puisqu'on sait que pendant 7 jours, on peut être très excréteur. Et vous avez entendu parler du contact tracing. Si jamais vous êtes malade et que vous ne vous en étiez pas rendu compte, n'oubliez pas de prévenir tous les gens qui autour de vous auraient pu être contaminés, puisque en les prévenant et en leur demandant eux aussi de prendre certaines mesures, on va diminuer la propagation du virus. Et alors ici, et c'est dans tous les cas d'infection, on a aussi une transmission potentielle de patient à patient, et on verra comment l'éviter. Alors, le coronavirus, on a dit, il est très contagieux. Effectivement, il est contagieux, mais beaucoup moins qu'une rougeole, puisque ici, ça, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction de base. Donc, quand un patient manifeste les symptômes d'une rougeole avec réplication du virus en nasopharyngée, vous voyez qu'il peut contaminer 15 à 20 personnes. La coqueluche, 15 à 17. Vous voyez que la grippe, c'est 1 à 3. Et les premières estimations pour le coronavirus de l'OMS est de 1,4 à 3,8. Ce sont probablement des données qui vont changer et qui sont sans doute variables en fonction des settings, en fonction de la population, en fonction des différentes épidémies qu'on a pu vivre sur les différents continents. Mais donc ça, c'était les premiers chiffres, donc pas tellement plus contagieux que la grippe finalement. Alors, celle-ci, je l'aime bien. J'ai trouvé c'est un beau papier. C'est tous les Chinois bien sûr qui ont été les premiers à publier. Donc c'est un beau papier. Je trouve que ça visualise bien les voies de transmission que peuvent utiliser ce virus en particulier. Et puis je voudrais, et ce sera ma dernière dia, et entre-temps on en parlera, mais je voudrais vous montrer toutes les barrières qu'on aura pu mettre sur ces différentes voies de transmission. Mais d'abord, on a un patient infecté qui, si on est en dehors du contexte de la médecine dentaire, mais qui tousse et donc qui envoie des aérosols dans l'environnement et qui donc peut contaminer des individus susceptibles. Vous voyez ma souris quand je fais bouger ma souris ou non? Si, on voit. Vous voyez? Ah, ça va alors. Donc, il va contaminer directement par le fait de générer des gouttelettes et des gouttelettes essentiellement. Il va aussi pouvoir contaminer des surfaces, chose à ne pas négliger. Donc, un patient qui arrive chez vous, une des premières choses qu'il faudra faire, c'est lui demander de porter un masque, ça c'est clair, mais aussi de lui désinfecter les mains. Le fait de désinfecter les mains du patient va diminuer le risque que lui contamine des surfaces. Par exemple, dans la salle d'attente, dans la cabine, dans les soins, c'est vous qui allez contaminer le plus l'environnement. Mais dans la salle d'attente, il faut qu'en arrivant, on puisse avoir du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains du patient. C'est vraiment quelque chose d'assez bête, mais ça diminue les contaminations de façon importante. Et puis, vous allez pratiquer l'acte avec notamment des instruments qui vont générer des aérosols. Et puis, vous allez pouvoir contaminer un autre patient avec ces aérosols. Et puis, vous allez pouvoir vous contaminer, vous, directement si vous n'êtes pas bien protégé, mais indirectement aussi si vous rentrez après et sans protection en contact avec des surfaces contaminées. Donc, on va essayer de voir comment on peut mettre des barrières, des mesures de prévention pour couper court à tous ces modes de transmission. Alors ça, c'est aussi un Chinois qui a publié ça en différentes langues et dont en anglais, merci, mais sinon c'était en vietnamien, en chinois, etc. C'était un peu compliqué. Et donc, il l'a publié en anglais aussi. Et j'aimais bien ça parce que pour le grand public, je trouve que c'est intéressant. Ça montre en fait l'efficacité des différentes barrières. Donc ici, pour qu'un virus puisse contaminer d'autres personnes, vous voyez que la première mesure de prévention va être ce qu'on appelle cough etiquette. Donc, c'est l'hygiène de la toux. Et l'hygiène de la toux, c'est le masque. Et c'est tousser correctement, éternuer correctement sans contaminer les surfaces. On va en reparler. La deuxième chose, c'est l'hygiène des mains, qui va aussi être terriblement importante. La troisième chose, la désinfection de l'environnement. Et puis la quatrième chose, l'aération de l'endroit et le fait de ne pas se retrouver dans des endroits confinés. Vous voyez qu'ici, on voit bien l'importance des différentes mesures. Il est évident que si quelqu'un qui est malade a un masque, il ne va pas contaminer l'environnement.
il est évident que si quelqu'un de malade se désinfecte les mains, il ne va pas contaminer l'environnement. Et donc, ces deux premières mesures vont faire que les autres vont avoir moins d'importance. Si tout le monde a un masque, il est évident qu'on ne va pas contaminer l'environnement. Donc ça, je dirais que c'est pour la vie de tous les jours. Et dans votre cas, ça peut être un message important à faire passer dans la salle d'attente. Alors, l'autre maître mot, je trouve, c'est planifier et sensibiliser. Planifier, ça veut dire organiser ses rendez-vous pour ne pas qu'il y ait d'encombrement dans la salle d'attente. Et sensibiliser, c'est sensibiliser les patients. Vous avez beau leur dire votre consultation est à 8 heures, il y en a qui sont déjà là en train de piaffer et de piétiner à 7h30. Tout le monde connaît ça. Et plus ils sont âgés, plus c'est le cas. C'est assez comique, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut vraiment les sensibiliser au fait qu'ils viennent à leur rendez-vous à l'heure. Il faut les sensibiliser au fait qu'ils doivent déclarer leurs symptômes. Alors, la sensibilisation, vous l'aviez mis dans votre document. Ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être dans le texto leur rappelant leur rendez-vous. Rappeler de venir non accompagnés, sauf s'il n'y a pas moyen de faire autrement, et notamment les enfants. Alors, planifier les rendez-vous, on a vu, mais il y a une façon de faire aussi, c'est par exemple leur demander d'être à l'heure ni trop tôt ni trop tard, mais leur demander d'attendre dans la voiture et on les appelle quand leur tour arrive. Désolée, il y a une faute d'orthographe. On les appelle sur leur GSM, on leur dit voilà, vous pouvez rentrer. Ce sont des choses que les patients acceptent tout à fait. On l'a vécu ici. Alors ne pas oublier, même si on les a sensibilisés au fait de déclarer les symptômes ou même d'appeler la veille en disant voilà, je me sens pas bien et de reporter leur rendez-vous, de nouveau leur poser les questions qui permettent de repérer les symptômes évocateurs. Alors avez-vous de la fièvre? Toussez-vous? Avez-vous mal à la gorge? Est-ce que vous sentez encore quelque chose? Est-ce que quand vous mangez, vous avez encore du goût? Est-ce que vous n'avez pas déclaré de la diarrhée ces derniers jours, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit leur poser. C'est une mesure barrière un peu facile, mais ce n'est que du bon sens. Et alors, on peut aussi, dans le message, leur demander de venir avec un masque. Ça vous dispensera de devoir leur en donner un avant d'attendre pour attendre dans la salle d'attente. Alors, la salle d'attente, la distanciation sociale, aussi, moi j'aime bien ce type de déco, mais ici c'est assez facile. Vous leur dites, vous pouvez pas vous asseoir sur les chaises rouges, vous ne pouvez vous asseoir que sur les chaises blanches, ou vous mettez des autocollants. Tout ça sont des choses que l'on peut faire. On doit avoir un flacon de solution hydroalcoolique à l'accueil et un masque, donc si le patient n'en a pas, mais on peut aussi en avoir à l'entrée de la salle d'attente. Pas de revue, pas de brochure explicative. Gardez tout ça dans le cabinet si vous avez des explications à leur donner. Les écrans télé, ça les occupe. Les tablettes tactiles, ça peut aussi être une option à partir du moment où elles sont désinfectables. Et il faut aussi mettre à disposition des patients de quoi pouvoir respecter l'hygiène de la toux. Si jamais, normalement, s'ils toussent, ils doivent pas rentrer, ils doivent rester chez eux ou vous devez les renvoyer chez eux. Mais si jamais ils devaient éternuer, il faut leur mettre à disposition des mouchoirs en papier, une poubelle fermée. Si elle est ouverte, honnêtement, moi, je suis pas malheureuse, mais si elle est fermée, il faut une commande au pied pour ne pas que tout le monde touche la poubelle avec ses mains. Et puis, il faut leur donner de la solution hydroalcoolique. Si vous avez l'impression qu'on va vous la chipper, vous mettez des colsons. Dans Saint-Luc, on a mis des colsons partout pour ne pas qu'on nous chipe les flacons. Une affiche rappelant l'hygiène de la toux, c'est pas mal. On ne sait jamais si, malgré tout, vous passiez à côté de quelqu'un qui a des symptômes. Des affiches, il y en a tout plein. Cienzano avait d'ailleurs fait de très belles affiches. Alors, une des questions posées, donc c'était comment organiser la salle d'attente. Je pense que je viens d'y répondre. Alors, dans la salle d'attente, elle doit être le plus dénuée possible de tout, puisque il va falloir désinfecter tout ça après, le soir. Et donc, il est important d'avoir le moins de choses à désinfecter possible. Alors, comment organiser la toilette? C'était une des questions. Alors, les premières publications avaient montré que le virus pouvait être excrété dans les selles jusqu'à 21 jours après le début des symptômes. Ces tests avaient été faits avec des tests de PCR, donc mise en évidence de morceaux d'ARN viral. On a après montré que le virus dans les selles n'était pas capable de se répliquer. Donc, on pense qu'il n'est pas infectant. Donc, ne nous focalisons pas trop sur les toilettes. Une toilette correcte, idéalement,
accrocher au mur, c'est plus facile pour nettoyer. Donner du savon, ne pas mettre un bon essuie-éponge que tout le monde utilisera évidemment, mais ça vous savez bien. Et n'oubliez pas la poubelle, sinon ils jettent tout par terre et c'est assez dégoûtant. Alors, comment organiser le cabinet? Ben là, de nouveau, et j'ai vu dans vos documents, vous aviez aussi insisté sur le fait que tout doit être bien rangé. Ici, il y a déjà un peu trop de bazar, je trouve, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas se trouver sur des tablettes. Donc, Gaëtan, si tu es là, on devrait encore un peu ranger. Mais donc, il faut, ici, l'ennui, c'est bien rangé. Il y a le moins de choses possibles qui sont à l'extérieur. On a même rangé des choses dans des armoires. Il ne faut pas oublier qu'avec l'aérosol que vous allez générer lors de vos soins, vous allez contaminer toutes ces surfaces qui sont autour de vous. Et donc, il faut essayer de contaminer le moins de matériel possible. Donc, tout ranger, enlever le maximum de choses possibles. Et ici, évidemment, il faudra bien se dire que pendant le soin, vous allez contaminer la table, vous risquez probablement de contaminer aussi l'ordinateur. Donc, s'il y a une distanciation ou s'il y a une barrière physique entre le fauteuil et là où vous allez encoder des données patients, c'est probablement important. Alors, un cabinet fermé, qu'est-ce que j'entends? Mais j'entends, et je crois que c'est la diapo suivante, ça. Parce que là, vous allez, en générant des aérosols, ils vont potentiellement pouvoir passer de patient en patient, puisque ces aérosols tout fins vont pouvoir voler dans l'air de la pièce. Donc, les cabinets ouverts ou 2 fauteuils dans la même pièce, c'est à déconseiller. On ne voit pas 2 patients en même temps dans le même environnement, ça c'est clair. Alors ça, bien sûr, ça c'est chez nous aussi, hein. Gaëtan, ne sois pas fâché, mais de temps en temps, il y a un peu de bazar. Ce sont bien sûr les étudiants. Donc ça, c'est épouvantable parce qu'après, quand vous aurez fini le soin, vous allez devoir tout désinfecter. Donc ça, mais ça, c'est du bon sens. Il y a alors un environnement facilitant, je vous disais, tout bien enfermé dans des armoires ou recouvert éventuellement par des champs. Tout ça, ce sont des options. Contaminer le moins possible pour devoir décontaminer le moins possible. Alors, l'équipement de protection individuelle, c'était aussi une question que vous m'aviez posée. Donc, puisqu'on considère tout patient comme potentiellement Covid positif, vu le type d'acte, l'équipement de protection individuelle doit être imperméable pour un acte très aérosolisant. Donc, on aura une blouse imperméable, on aura des gants, des lunettes. La Charlotte, elle n'est préconisée nulle part, mais c'est vrai que, en tout cas dans les recommandations internationales et pas spécifiques aux dentistes, on ne la recommande pas, mais dans le cadre de votre activité, moi je suis assez pour. La seule chose, c'est que si on a une Charlotte sur la tête, elle doit y rester et il faut éviter de tout le temps toucher. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un rentrer dans une unité de soins chez nous, elle avait mis une Charlotte, ça dépassait de tous les côtés, elle n'arrêtait pas de chipoter pour remettre ses cheveux dans la Charlotte, donc faites bien attention. Tous ces petits gestes parasites qui sont les gestes qui font qu'on se touche le visage, tout ça est à risque de nous contaminer. Alors, un masque FFP2 ou au moins chirurgical si on ne fait pas d'acte aérosolisant, mais le masque FFP2 ou éventuellement FFP3 si vous en avez, mais honnêtement, l'apport du FFP3 par le FFP2, à mon avis, c'est pas un véritable plus. Pour moi, le véritable plus, c'est la visière. La visière, c'est un véritable plus. Pourquoi? Parce que si elle est bien grande, si elle couvre votre masque FFP2, elle va garantir que vous n'allez pas souiller votre masque FFP2, elle va diminuer le risque de contamination de votre masque FFP2 et que comme pour le moment ce sont des denrées rares, on va pouvoir préconiser garder son masque FFP2 pendant 8 heures. Je vous assure que quand j'ai dû écrire ça au Conseil supérieur de la santé avec d'autres collègues d'Anvers, de Leuven et de Saint-Pierre, etc., on avait mal au ventre parce que vous faire garder un masque pendant 8 heures ou 8 heures cumulées, c'est absolument pas les recommandations qu'on donne habituellement. On avait au début écrit ça aussi pour le masque chirurgical, tellement on en avait peu et qu'on se disait si on doit protéger tous les soignants jusqu'au bout de l'épidémie, on va être bien obligé de faire ça. Mais quand ces grandes visières sont arrivées, on a été assez rassurés puisque votre masque FFP2 est vraiment bien protégé. Alors le masque FFP2, quelque chose auquel il faut faire excessivement attention et vous en avez entendu parler dans la presse, c'est que
il y a masque FFP2 et masque FFP2. Ça, c'est une première chose. La qualité de filtration peut être excessivement variable et on a vu tout et n'importe quoi sur le marché. Mais la deuxième chose, c'est qu'un masque FFP2, un modèle de masque FFP2 ne va pas à tout le monde. Si vous êtes barbu, en plus, pas de chance. Vous êtes moins bien protégé. Alors, à Saint-Luc, ici, il y en a certains qui ont adopté la coupe Anne-Simon. Donc, ils ont comme une barbe de 2 jours. Ils avaient une longue barbe, ils ont rasé un peu pour que le masque FFP2 s'adapte mieux à la forme du visage. Alors, j'ai pas d'action chez 3M, mais donc sans donner de marque, les formes qui s'adaptent le mieux au visage, à nos visages, à nous, d'Européens, ce sont les masques que j'appelle poissons, donc ce sont les masques FFP2 de 3M, et ce sont les masques canards, donc avec la pointe plate. Les masques de canard dans l'autre sens, tous les cas N95 qu'on reçoit de Chine s'adaptent très mal à nos formes de visage, et en plus, je vous dis, il y a vraiment des qualités excessivement variables. Donc, il faut essayer de trouver le masque FFP2 qui vous convient le mieux, avec lequel vous êtes le plus confortable et surtout avec lequel vous avez l'impression d'avoir le moins de fuite. Alors ça, je vous ai mis, c'est une affiche qu'on avait écrite au Conseil supérieur de la santé en disant, ben voilà, et vous êtes dans cette catégorie-là, hein, la catégorie la plus haute, prestataire de soins en contact direct avec des patients impossibles confirmés, avec des actes aérosolisants. Donc, le mieux, c'est masque FFP2 ou FFP3. On avait, pour faire une petite différence entre FFP3 et FFP2, on a remis FFP2. Et puis, des masques industriels de type FFP3, sinon FFP2, ce sont des masques anti-poussière qui sont aussi excessivement bons. Et vous voyez que si on ne fait pas d'actes aérosolisants, eh bien, si on n'a vraiment rien d'autre, le masque chirurgical est aussi intéressant. Faites attention, si vous rencontrez des masques FFP1, ce sont des masques qui, au point de vue filtration, vont être l'équivalent des masques chirurgicaux. Ça, c'est important à savoir. Les masques FFP2, vous en avez avec et sans valve expiratoire. La valve expiratoire donne un certain confort. Pour vous, c'est bien, il ne faut surtout pas en donner aux patients parce que s'ils sont positifs lors de l'expiration, ils vont vous envoyer tout le virus dans le visage. Donc, vous êtes vraiment là. Donc, le masque FFP2, on n'y déroge pas quand on est dans la salle dans laquelle on génère des soins aérosolisants. Donc, vous, où est votre aide, puisqu'on on recommande de travailler à 4 mains. Tous les deux, vous devrez avoir un masque FFP2, idéalement protégé par une visière avec une charlotte. Donc, séquence d'habillage, si on fait des soins aérosolisants, les séquences d'habillage, pour moi, la meilleure, c'est, enfin, si j'étais dentiste, je mettrais d'abord ma charlotte et puis mon masque FFP2 et ma visière. Je mettrais une surblouse, une blouse, et si elle n'est pas imperméable, je mettrais une petite surblouse imperméable. La salopette, elle a été recommandée par certains, et pour moi, honnêtement, et c'est l'expérience Ebola, c'est avec la salopette, on risque de se contaminer très facilement. C'est facile à mettre, mais honnêtement, c'est vraiment compliqué à enlever. Et donc, la salopette, moi, je ne la recommande pas du tout parce qu'on risque de se contaminer après. Alors, après avoir mis tout ça, et avant d'enfiler les gants, bien sûr, on se frictionne les mains à la solution hydroalcoolique. Alors, beaucoup recommandent le double gantage. Je pense que le double gantage, il est essentiellement recommandé quand on se déshabille. On va enlever sa première paire de gants et puis on aura l'impression d'être safe, de ne pas avoir les mains contaminées avant d'enlever l'équipement de protection individuel complet. Pour moi, je suis plus en faveur d'une bonne hygiène des mains après le retrait des gants, mais tout ça est vraiment, je dirais, à voir peut-être au cas par cas. Alors, des séquences de retrait, pour le retrait, moi, je commence toujours à enlever ma surblouse imperméable et ma blouse, et là, j'ai encore mes gants. Et puis, il y a une technique qui permet d'enlever sa surblouse de façon solidaire avec les gants pour ne pas risquer de se contaminer la main au moment où on l'enlève. Et puis, je peux vous mettre un petit film à votre disposition pour vous montrer comment on enlève ça. J'aurais dû le mettre, mais j'ai oublié. Et puis, la deuxième manche, c'est plus facile à enlever puisque on touche avec sa main
déganté, on touche l'intérieur de la blouse. Et c'est compliqué à expliquer. Je veux bien vous faire une démo avec mon pull, mais ça va pas être très efficace. Mais j'enverrai un petit film qu'on mettra à votre disposition. Après avoir fait ça, on doit bien sûr se désinfecter les mains. Et puis après, on peut enlever le masque, on peut enlever la visière, on peut enlever le masque et la charlotte. Et on doit alors de nouveau se redésinfecter les mains. L'utilisation du masque FFP2, je vous disais tout à l'heure, et ça, ce sont des masques pour le moment, on ne les a plus, mais on les a eus, ils étaient excellents. Ce sont d'excellents masques FFP2, on se désinfecte les mains avant de le mettre, si on ne met que ça, et puis on désinfecte ses mains après l'avoir enlevé. Mais vous voyez, ça c'est le moment important. À partir du moment où on a fixé le masque, et on doit le fixer correctement pour ne pas qu'il glisse pendant les soins, on vérifie en soufflant dans le masque si il n'y a pas, si on sent pas de l'air qui s'échappe. Ici, elle aspire et vous voyez, elle aspire. Alors, le masque se collabe un petit peu. Et là, elle expire et elle sent s'il n'y a pas de fuite autour de son visage. Donc, ça, c'est la façon de mettre le masque FFP2. On vérifie soi-même par un moyen très simple s'il n'y a pas de fuite. Alors, voilà, ça, c'était donc l'équipement de protection individuelle. Si je suis trop bavarde, vous m'arrêtez, hein. Mais c'est ici, vous voyez déjà, donc on enlève la lichette ou on arrache la blouse, ça dépend si on veut la récupérer ou pas, on peut en reparler. Et puis on tire la manche et vous voyez que là, on enlève le gant et la manche en même temps. Et ici, ce n'est pas l'équipement complet puisque vous voyez qu'il n'y a pas de masque FFP2, c'est un masque chirurgical. Puis vous voyez qu'ici, on va à l'intérieur de la deuxième manche et on la pousse un peu pour pouvoir l'enlever de façon tout à fait solidaire avec les gants. On fait une boule intérieur sur intérieur, donc salle contre salle. On évite de la tenir contre soi et on la met tout de suite dans la poubelle. Et puis on enlève son masque et vous voyez que le masque FFP2, on va l'enlever en tirant sur les lichettes et vraiment en l'enlevant par au-dessus pour éviter de se contaminer, de se contaminer en touchant l'avant du masque. Et puis on enlève la visière et on se redésinfecte. Alors, je suppose que vous me poserez les questions après. Hein. Je continue rapidement. Une question qu'on m'a posée aussi était l'entretien des locaux. Alors, l'entretien des locaux, ben, on en a parlé. Les surfaces manu touchées, enfin, on en a parlé indirectement quand on a parlé de l'aérosol que vous projetiez. Vous voyez qu'ici, les surfaces manu touchées, ce sont bien sûr des surfaces qui vont être touchés éventuellement par le patient, ici la clinge de la porte, mais aussi qui vont être touchés par vous pendant les soins. Donc, il faut être excessivement attentif aux surfaces manu touchées. Quand vous les touchez, quand vous avez des gants, il n'y a pas de problème, mais si par hasard vous les touchez après, sans gants, sans avoir désinfecté l'environnement, il y a un risque. La complexité de l'aérosol produit par le coronavirus, c'est qu'il va pas ne se retrouver que sur les surfaces manu touchées, mais il va se retrouver absolument partout dans l'environnement. Donc, il va falloir aussi désinfecter avant le deuxième soin les surfaces qui se trouvent autour et qui n'auraient pas été protégées et qui auraient été potentiellement contaminées. Alors, ici, je voudrais juste rappeler que les contre-angles doivent être stérilisés entre chaque patient. Ça, c'est toujours et c'est tout le temps. Alors, je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est du matériel très onéreux, mais il faut malgré tout pouvoir assurer le fait que chaque patient ait un contre-angle stérilisé. Je ne dis pas stérile, il ne doit pas être emballé, il ne doit pas arriver dans la bouche du patient stérile, mais il doit avoir été stérilisé et pas seulement désinfecté à l'extérieur. Il faut bien penser qu'à l'intérieur, il y a une contamination aussi. Des transmissions d'hépatite C par des contraintes, ce sont des choses qui ont été décrites. Il faut absolument veiller à ça. Et donc ici, avec le coronavirus, ceci prend tout son sens. Ce serait une contamination potentiellement facile qu'utiliserait le coronavirus. Alors ici, c'est juste pour vous rappeler le tableau de Spaulding, ça n'a aucun intérêt. Là non plus, j'ai
aucune action chez je sais pas qui d'ailleurs, mais ça, ce sont quand même des systèmes qui sont très faciles, très rapides, qui nettoient, qui stérilisent et qui en plus sèchent et qui aussi lubrifient les pièces à main et les contre-angles. Ce sont vraiment des dispositifs auxquels on doit réfléchir pour pouvoir assurer la sécurité des patients. Alors, une question m'a été posée concernant les poubelles. Alors, les déchets. Alors, ici, je vous ai mis le texte puisqu'on l'a reçu comme ça. Donc, en fait, au début de l'épidémie, les services d'élimination des déchets ont été envahis de déchets type infectés, donc type B2, donc on met dans des sacs jaunes. Et vous voyez qu'ici, on a reçu à un moment donné des nouvelles directives très rassurantes sur le fait que les équipements de protection individuelle, comme les gants, les masques, les tabliers, les charlottes non souillés, donc s'ils sont pas pleins de sang, etc., peuvent aller dans les déchets B1. Donc, les déchets B1, ce sont nos poubelles ménagères, les restes de nourriture des patients, les rideaux jetables. Alors, les déchets de papier et carton, y compris les papiers et magazines du patient, à l'exception des mouchoirs. Alors, vous allez me dire, ben zut, alors je ne vais pas mettre de poubelle dans ma salle d'attente parce que je risque de trouver des papiers, des mouchoirs de patients, honnêtement. Et ça, vous ne le dites à personne, mais entre nous, je trouve ça une mesure complètement ridicule parce que votre équipement de protection individuelle, il est probablement plus contaminé que le mouchoir du patient. Ça, c'est mon avis personnel parce que sinon, je ne sais pas très bien ce que vous allez faire des mouchoirs de patients. Les déchets d'emballage, évidemment, peuvent aller dans les poubelles. Et puis, vous aussi, à la maison, si vous êtes porteur de coronavirus et que vous vous mouchez, vous n'allez pas trier vos déchets et mettre vos mouchoirs dans une autre poubelle. Hein. Donc, il faut juste un peu de bon sens et je trouve que dans cette épidémie, c'est surtout de ça qu'on a manqué. Alors, l'air. J'ai eu beaucoup de questions sur l'air. Alors l'air, on en a déjà parlé, hein, des aérosols importants. Alors ici, ce sont les recommandations de Cienzano, notamment pour les dentistes. Après un traitement essentiel impliquant la formation d'aérosols, la pièce doit être bien ventilée pendant au moins 1 heure avant qu'un patient suivant puisse être traité. Cette heure est basée sur rien du tout, puisque les Français, je pense, disent 1/4 d'heure. Je pense qu'à Saint-Luc, on a mis une demi-heure. Donc vous voyez que c'est basé sur rien du tout. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut aérer la pièce. Alors, la pièce doit également être nettoyée avec précaution pour éliminer les aérosols précipités. Et en effet, il a été démontré que le SARS coronavirus, mais ce sont des recommandations que vous avez lues, peut vivre pendant au moins 3 heures, mais que la charge virale est réduite de moitié toutes les 1,1 heure. Alors, avec les fenêtres et les portes ouvertes dans un bâtiment moderne, une moyenne de 17 renouvellements d'air par heure est générée. Ça non plus, je ne sais pas comment ils ont généré cette donnée parce que ça dépend de la taille de la pièce, etc. Soit. Et l'OMS recommande un minimum de 12 renouvellements d'air par heure pour des procédures de génération d'aérosols. Effectivement, c'est ce qu'on demande dans les salles de bronchoscopie, par exemple, à l'hôpital. Alors, il existe dispositifs qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, donc hormis la fenêtre ouverte, parce que pour moi, si on peut travailler la fenêtre ouverte ou ouvrir la fenêtre, en tout cas entre deux patients, pour moi, et laisser rentrer le soleil, parce que ça fera un peu d'UV, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose. Alors, brasser l'air, si on brasse de l'air sans apporter de l'air frais, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le brassage d'air avec la fenêtre ouverte et apport d'air frais, ça va améliorer la qualité de l'air par dilution. Il existe des dispositifs et je sais que beaucoup d'entre vous ont été soumis à des pressions. Il existe des machines qui vont filtrer l'air sur des filtres EPA. Alors vous allez me dire oui, mais l'air, ça filtre, le filtre EPA, ça filtre des particules de 0,3 microns, alors qu'on a montré que le coronavirus, il faisait 0,1 ou 0,2. Il ne faut pas oublier que le coronavirus, il ne se balade pas tout seul, ou il se balade sur de la poussière, ou il se balade sur un aérosol, mais donc le filtre EPA va fonctionner. Et puis il y a aussi des machines qui assurent une filtration et une décontamination par des UV ou une filtration et une décontamination par de l'ozone. Je ne sais pas me prononcer sur un système plutôt qu'un autre. La seule chose que je dois vous dire, c'est que si vous adoptez ce type de système, il faut absolument que vous donniez le volume d'air à traiter, le volume de votre pièce, et que ce volume, pour assurer les 12 renouvellements d'air par heure, il faudra que la taille de la machine ou ses caractéristiques soient calculées en fonction du volume de la pièce, évidemment.
Et donc ça, c'est hyper important. Volume de la pièce, porte fermée, puisque vous devrez travailler porte fermée pour ne pas générer d'aérosols ailleurs. Et donc, il faut vraiment être très attentif. Donc, j'avoue que je ne sais pas s'il y a un système meilleur que l'autre. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut être attentif au volume que l'on va traiter, puisqu'il y a des machines qui vont renouveler l'air, qui vont traiter, 800 mètres cubes par heure. Il y a des machines qui vont traiter 1200 mètres cubes par heure. Il y a probablement des machines plus petites. Donc, il faut être excessivement attentif à cet aspect-là pour ne pas se faire avoir et surtout décontaminer l'air correctement. Ici, c'est un tableau très intéressant. C'est un peu ancien, mais ça sont des choses qui ne changent pas. C'est le nombre de renouvellements d'air par heure dans une pièce et le nombre de minutes qui sont nécessaires pour réduire la concentration d'un contaminant aérien de 90%, 99%, 99,9%. Donc, vous voyez que si on assure un renouvellement si on a 12 renouvellements d'air par heure, vous voyez qu'il faut 35 minutes pour éliminer 99,9% du contaminant aérien. Il en faut 23 si on se contente de 99%. Donc ça, je vous l'ai mis parce que je trouve que c'est un tableau intéressant et ça vous permettra aussi, en fonction du volume de votre pièce et d'une machine éventuellement que vous achèteriez, de pouvoir calculer le nombre de minutes entre deux patients. Donc, nous, à Saint-Luc, on s'est dit qu'on ouvrait la fenêtre dans la plupart des cabinets après la consultation et vous voyez qu'alors on est environ à 17 renouvellements d'air par heure, nous dit Yann Sano. Donc, avec une demi-heure, on est tout à fait bon. D'autres systèmes de décontamination de l'air, non, c'est pas vrai. C'est pas de la décontamination de l'air, c'est de la décontamination des surfaces par voie aérienne, mais qui, elles, ne peuvent pas être utilisées en présence d'humains et qui sont les brumisateurs de peroxyde d'hydrogène avec ou sans acide peracétique. Donc ça va permettre de décontaminer par voie aérienne des surfaces qui sont peut-être loin de l'endroit où vous avez fait le soin et que vous n'avez pas pensé à décontaminer. Et donc ça, c'est quand même, à mon avis, intéressant. Je ne dis pas qu'il faut avoir ça dans tous les cabinets, mais c'est une façon de pouvoir décontaminer des surfaces par voie aérienne. Le seul ennui, c'est qu'avec ce type de dispositif, il faut couper la ventilation. Enfin, il faut qu'il y ait personne. Ça prend un certain temps. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Et puis, vous entendrez peut-être parler, on en parle beaucoup pour le moment, des UV qui décontaminent les surfaces. Sachez que là, la limite, c'est que vous mettez une grosse machine qui va générer des UVC dans une pièce et que le premier obstacle que l'UV va rencontrer, l'efficacité de l'UV, la surface derrière, la surface qui a bloqué le rayonnement ne va pas être décontaminée. Alors, je m'arrête là. Okay. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions que vous m'aviez posées par mail. Et s'il y en a d'autres, maintenant, j'y réponds volontiers. Merci beaucoup pour cette première série de questions. Je pense qu'on en a pas mal d'autres qui sont apparus à l'écran. J'aurais peut-être voulu d'abord poser une question parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir à partir de lundi, du 4 mai, qu'est-ce qu'on veut faire comme travail. Et là, j'aurais voulu peut-être avoir l'avis de Patrick, Patrick Bogart va peut-être pouvoir nous dire ce qu'il pense d'un point de vue déontologique et pratique de ce qu'on peut faire. Alors, vous m'entendez? Oui. Parfait, super. Alors, merci beaucoup à vous autres d'organiser tout cela. Merci beaucoup, le professeur Simon. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que si nous recommençons à travailler, nous allons demander à des patients, à des personnes de venir au cabinet. N'oublions pas que nous sommes toujours en déconfinement, en confinement, pardon. En confinement. Bon. Ce qui veut dire que si nous demandons à quelqu'un de sortir de son cocon familial pour venir au cabinet, eh bien, cette personne prend un risque. Et donc, il faut vraiment faire l'équilibre, l'avantage, inconvénient entre je fais venir ce patient pour faire un soin ou je le laisse à la maison.
Et c'est pour ça que nous avons dit à la SMD et au Conseil de l'art dentaire, nous espérons avoir, parce qu'il y a un task force ce soir, donc nous espérons avoir des consignes plus claires de Cienzano, mais nous avons dit à la SMD, OK, nous avons jusqu'à présent travaillé, nous avons soigné des urgences, et à partir du 4 mai, c'est-à-dire lundi, nous passons en phase 2, les soins urgents et les soins, on appelait ça requis ou essentiels, étant donné, enfin, nous voulons dire par là, des soins nécessaires afin d'éviter une aggravation. Quelques exemples. C'est la carie très importante, douleur au froid, au chaud. Si nous ne soignons pas cette carie, ça devient une pulpite et donc un traitement endodontique. C'est par exemple un détartrage parce qu'il y a un tassement alimentaire et il faut absolument éliminer le tassement alimentaire parce qu'il y a un problème de point de contact. Sinon, ça fera des dégâts osseux. C'est par exemple les couronnes qui ont été fabriquées parce qu'on a placé des implants ou on a fait les tailles et que l'occlusion risque de bouger. Ça, ce sont les soins requis et essentiels. Mais donc, qu'est-ce que nous demandons à tous les praticiens? C'est de véritablement, en âme et conscience, se dire, je vois ce patient parce que si je ne le vois pas, c'est pire pour lui que de devoir se déplacer pour venir chez nous. Franchement, c'est ça, on est encore toujours dans le confinement. Et je voulais encore dire une deuxième chose, et puis après, je m'arrête. On nous demande, SMD, d'organiser des achats groupés, de savoir où il faut acheter ceci et cela. Et là, je vais vous décevoir, mais la Société de médecine dentaire n'est pas une société commerciale. Ce n'est pas repris dans nos statuts que nous devons nous gérer des achats. Et petit à petit, il y a moyen de trouver des équipements. Si vous ne trouvez pas des équipements, eh bien malheureusement, vous n'êtes pas encore prêt pour travailler le 4 mai. Vous travaillerez le 11, le 18 et plus tard. Ça, Pierre, je ne sais pas si je dois encore ajouter autre chose. Non, merci pour je pense que la réponse, en tout cas, je pense que tu as dit ce que tu avais à dire et maintenant, chacun en son âme et conscience doit, comme tu l'as dit, faire la balance coût-bénéfice, voir un petit peu où il en est par rapport à ses patients, voir jusqu'où il a postposé les soins et en fonction de ça, en bonne intelligence, prendre ses décisions. On est quand des professionnels, donc on doit pouvoir, à un moment donné, se dire, OK, je prends mes responsabilités, je dois être responsable vis-à-vis du patient à différents niveaux, je dois être responsable au niveau de la santé publique, eh bien, voilà, je prends mes décisions en mon âme et conscience. Je pense que là, tu as bien dressé le cadre. Maintenant, on va peut-être revenir aux questions pour le professeur Simon. Une question qui revient souvent, c'est la ventilation, c'est l'aération, voilà un petit mot. Et des gens se posent la question de savoir, si on est dans un local fermé, sans fenêtre, est-ce qu'une ventilation centralisée peut aider? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est recommandable? Parce que, par exemple, les Suisses, par exemple, interdisent le fonctionnement d'un cabinet sans fenêtre actuellement. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, mais donc s'il n'y a pas de fenêtre, alors je pense qu'il faut vraiment adopter un système de décontamination de l'air. Je vous ai dit, les systèmes de filtration ne seront pas suffisants parce que ça peut-être être suffisant, mais aussi ce sera suffisant, mais c'est vrai que c'est l'apport en air frais qui va à un moment donné diluer. Alors, si on ne sait pas ouvrir de fenêtre ou s'il n'y a pas de fenêtre, il faut, si on veut travailler, pouvoir assurer une décontamination de l'air ambiant. Merci. Avec les systèmes UV ou ozone ou filtration, je pense que c'est indispensable. Donc pour vous, les UVC, c'est performant. UV dans un appareil de filtration d'air, hein. Pas les UV, pas allumer sa lampe UV au-dessus de sa tête pour décontaminer l'air, parce que ça, il va vous falloir un certain temps. Ça décontamine les surfaces. Mais des appareils,
Ça décontamine des surfaces, peut-être l'air un peu, mais vous ne pouvez de toute façon pas les allumer en présence de patients. Mais il existe des systèmes qui fonctionnent en présence de patients et qui décontaminent l'air. Et s'il n'y a vraiment pas d'apport en air frais possible, alors c'est quelque chose qui peut être un plus. Excusez-moi, vous pouvez supprimer le partage d'écran, s'il vous plaît, Anne, le professeur. Ah, pardon. Oui. Je fais comment? Pardon. En haut, je pense, il y a un stop sharing, quelque chose comme ça. Stop sharing. Never mind. OK. Une question de point de vue plus général, épidémiologique. Est-ce qu'on a une idée de la quantité ou de la fréquence des dentistes qui sont atteints par le Covid? Est-ce que vous avez des... Je ne sais pas. Je sais que chez nous, ça a été, ils ont bien géré depuis le début et ça, peut-être que Pierre ou Gaëtan pourra mieux le préciser, mais chez nous, c'est peu, mais je pense qu'on n'a pas cette donnée au niveau national. Moi, d'après mes lectures, dans tout ce que j'ai vu ces dernières semaines, il en ressort que peu de dentistes sont vraiment fortement atteints par la maladie et très peu de décès, en fait. C'est ce que j'ai pu lire et constater. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer. Des décès chez nous, j'en ai honnêtement au niveau belge, je ne sais pas, donc je peux parler que de notre petite expérience, mais je pense que heureusement beaucoup de dentistes ont arrêté de travailler et n'ont vraiment géré que les urgences et ont géré les urgences de façon tout à fait optimale. Je pense que dans la profession, on a déjà l'habitude d'adopter beaucoup je ne veux pas dire de gestes barrières, mais de mesures de précaution depuis le sida. Et je pense qu'on est bien préparé, c'est peut-être beaucoup dire, mais on a déjà peut-être une longueur d'avance sur d'autres professions. Ça, c'est mon humble avis. Au risque de vous décevoir, je n'ai pas tout à fait le même, mais enfin bon, c'est pas grave. Excusez-moi, mais alors. Non, mais on parlait du compte-rendu tout à l'heure. Je sais que ça, c'est un gros problème et je pense qu'avec tous les virus transmissibles par le sang, c'est un risque majeur. Donc, je pense que là où vous êtes excessivement performant, c'est que vous avez compris qu'il fallait porter un masque et que vous avez compris qu'il fallait porter des gants. Et donc, en ça, vous êtes très, très bien protégé vis-à-vis de tout ce qui est virus transmissible par le sang et vous portez aussi très souvent des visières. Mais ici, on est quand même dans un contexte un tout petit peu différent à cause du mode de transmission tout à fait particulier. Mais vous avez raison, par rapport à d'autres, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Une question qui revient aussi régulièrement, c'est pour préparer, entre guillemets, le patient au moment du soin, l'intérêt du bain de bouche. Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations par rapport à ça, par rapport au peroxyde d'hydrogène, par rapport au povidone iodé? Non, je ne sais. Là, je dois dire que les deux agissent très bien sur le virus. La seule chose, c'est que je ne sais pas ce qui est le plus agréable pour le patient. Je pense que c'est une façon de diminuer la quantité de contamination de l'aérosol. Voilà, oui, c'est une façon de diminuer la contamination de l'aérosol. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure barrière. Oui, malheureusement, la rémanence n'est pas très longue, apparemment. Ah non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ça n'aidera que pendant un certain temps, mais bon. Peut-être qu'on peut demander aux patients de se redésinfecter la bouche en cours de soins. Ça, je ne sais pas si c'est possible, mais la rémanence par rapport au peroxyde d'hydrogène, j'ai l'impression que la rémanence de l'isobétadine est plus importante. Elle est plus longue, oui, je pense, oui. Oui. Alors, une question par rapport aux équipements de protection. Est-ce que vous conseillez de mettre l'équipement avant de recevoir le patient ou bien d'abord installer le patient, mettre son équipement? Voilà, ce sont des questions qui reviennent. L'élimination, ça vous en avez bien parlé. Aussi par rapport aux équipements, est-ce que les équipements en coton qu'on peut renettoyer et recycler, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Voilà. Il y a une chose avec le coton, c'est que c'est pas imperméable. Et donc, si vous utilisez un équipement en coton, alors vous devez au-dessus, à mon sens, utiliser que j'appelle un petit tablier de boucher, vous voyez, un petit tablier de soubrette en plastique pour vraiment diminuer la contamination. Ça, je pense que c'est important parce que le coton n'est pas imperméable. Et donc, protéger des zones qui sont les plus aérosolisées, je pense que ça, c'est un plus. Mais pour moi, oui, on a eu cette discussion ici aussi, enfin chez nous,
de ces blouses, et parce que vous savez qu'aussi les blouses, les blouses à usage unique, les prix sont devenus complètement dingues. On est à 7 € la blouse à usage unique, c'est de la folie. 7 € le masque, 7 € la blouse, vous imaginez ce que ça fait comme comme frais. Et donc, on s'était dit, dans les unités de soins, on réutilise, on passe d'un patient à l'autre avec les blouses à usage unique. Il est évident que c'est vous, c'est pas possible puisque vous touchez le patient avec vos bras. Et donc, il faut aussi bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas que le coronavirus, hein, il y a encore des tas d'autres bactéries multirésistantes notamment et d'autres germes transmissibles. Et donc, on doit quand même garder un minimum de mesures barrières qu'on avait avant, même si on doit les adapter à cause de la pénurie. Donc, pour moi, il faut changer de blouse entre chaque patient ou éventuellement la protéger d'une façon ou d'une autre. Et on peut réfléchir à différents systèmes, mais il faut que vous ayez une blouse imperméable. D'accord. Maintenant, point de vue, on a vu beaucoup de conseils par rapport aux masques, au réemploi, à l'économie des masques, etc. Et certains préconisent quand vous employez un FFP2 ou un KN95, de superposer un masque chirurgical afin de protéger le FFP2. Oui, donc c'est une option et ça c'est une option pour protéger le masque et justement pour éviter qu'il ne soit souillé. Mais c'est dans ce sens-là que je vous disais, moi je trouve que la visière c'est très bien. Maintenant, si vous voulez mettre un masque chirurgical et une visière, c'est peut-être encore mieux, mais ça, vous allez quand même avoir du mal à respirer à un moment donné. Mais c'est vrai que l'objectif de ça, c'est de conserver son masque chirurgical non souillé le plus longtemps possible. Puisque vous allez à un moment donné avoir envie de l'enlever, ne fût-ce que pour boire quelque chose ou manger, ou vous allez avoir envie de l'enlever. Donc, il faut essayer de le contaminer le moins possible pour pouvoir se contaminer les mains le moins possible au moment où on l'enlève et où on le remet. D'accord. Alors. Maintenant, par rapport à la visière, donc vous préconisez la visière, le masque, mais alors il y a des gens qui posent la question de savoir, oui, mais la visière ne va pas protéger par rapport à tout ce qui est en suspension dans l'air, en aérosolisation. Non, d'accord, mais c'est pour ça que vous avez un masque FFP2 en dessous. Ça va par contre protéger vos yeux, à mon avis, mieux que des lunettes. Ça dépend un peu des visières, j'en conviens. Donc, il y a différents types de visières. Nous avions choisi, tout au début de l'épidémie, une visière qu'on appelle samouraï. Je suis désolée, mais qui était bien, qui protégeait bien le dessus du front. Et puis, on a vu fleurir différents types de visières avec effectivement un petit peu plus de trous permettant à l'air de passer. Je dirais que je n'ai pas d'avis, je n'ai rien lu sur le risque ou non enfin, la meilleure protection de mes visières samouraï. Ce que je sais, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui portent des lunettes et les lunettes, c'est un peu comme les visières, ça laisse un petit peu passer d'air au-dessus. Je sais pas. La seule chose, c'est qu'il faut que vos yeux soient protégés et que la visière va protéger votre masque. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quelqu'un me demandait par rapport pour le patient qui vient en consultation, si un patient ne veut pas employer le gel hydroalcoolique parce que, je sais pas, parce que sensible, parce que si, je pense qu'on peut proposer un savon, c'est tout à fait équivalent. Oui, l'eau et le savon, c'est bien aussi, mais la solution hydroalcoolique, ça évite qu'on va aller utiliser les toilettes, etc. J'imagine, donc je me disais que c'était peut-être mieux, mais il n'y a pas de raison de refuser d'utiliser une solution hydroalcoolique, hein. Je n'en connais pas. Même le grand imam d'Arabie Saoudite a dit qu'on pouvait utiliser la solution hydroalcoolique. C'est d'ailleurs un des pays où ils l'utilisent le plus. Donc, si ça, c'est un argument pour ne pas l'utiliser, c'est mieux. Il faut lire les recommandations de l'OMS. On a eu la permission. C'est juste que certains se disent trop sensibles à l'action de l'alcool. Oh, mais c'est une fois. Ouais. Honnêtement. Encore une question par rapport à l'air ambiant. Climatisation, double flux, on coupe, on laisse, les gens se posent des questions. La climatisation, il y a eu un papier avec une contamination probable dans un restaurant de Wuhan, je crois, au début de l'épidémie. Il y avait un patient positif et on a montré qu'il y avait 2 patients qui étaient dans l'air du flux qui étaient contaminés aussi.
J'avoue que j'ai pas beaucoup d'avis. C'est sûr que l'ERCO, il va brasser de l'air, il va faire recirculer de l'air. Maintenant, n'oubliez pas que c'est vrai que votre patient pas, mais vous êtes tout à fait protégé. Donc, si c'est votre protection à vous, moi, j'ai pas peur de l'air contaminé qui va être brassé, puisque ça va être quand même moins aérosolisant que l'acte que vous produisez et pour lequel vous avez toutes les protections nécessaires. Alors, est-ce que l'ERCO peut contaminer le patient suivant? Moi, j'ai pas l'impression. Si vous laissez suffisamment de temps entre deux patients, si vous ouvrez la fenêtre, c'est pas malin avec l'ERCO, j'en conviens. Mais si vous ouvrez la fenêtre ou si vous avez un système de décontamination d'air, moi, je vois pas très bien en quoi l'air conditionné pourrait contaminer des patients. J'ai pas lu grand-chose sur le sujet. La seule chose que je sais, c'est que manifestement, on critiquait cette étude dans ce restaurant de Wuhan. Donc, je n'ai pas trouvé grand-chose là-dessus. Le menu n'était pas bon. Tu m'entends, Pierre? Pardon? Le menu n'était pas bon. Ah, peut-être. Tu m'entends, Pierre? Oui, Massime. Oui, on a une question par rapport à la fenêtre qui est intéressante. En fait, est-ce qu'on ouvre la fenêtre en début de soins quand on installe le patient ou bien on garde la fenêtre fermée et on l'ouvre après les soins? Moi, je l'ouvrirai après. D'accord. L'ouvrirai après. En fait, ce que va faire l'ouverture de la fenêtre, il va faire une certaine pression négative. Maintenant, si vous pouvez l'ouvrir pendant tout le soin, c'est peut-être malin aussi, parce que l'air va fatalement s'échapper vers la fenêtre. Et donc, mais par contre, ça va peut-être engendrer des turbulences dans la pièce qui ne sont pas nécessaires. Les turbulences dans la pièce qui ne sont pas nécessaires, c'est peut-être une façon aussi de contaminer l'environnement. Donc, moi, j'ouvrirai la fenêtre après le soin. D'accord. Et est-ce qu'il y a un danger pour des passants éventuels? Qui passerait dans la rue? Oui. Non, honnêtement, je crois pas. La dilution va être telle que j'ai pas l'impression. Mais c'est mon bon sens, c'est mon côté pragmatique qui dit ça. En fait, j'en sais rien du tout, mais j'ai pas l'impression qu'en passant dans la rue, quelqu'un va risquer de se contaminer parce qu'un dentiste ouvre sa fenêtre. D'accord. Avez-vous une Alors, expérience avec les fameux masques Décathlon? Ah, oui, chez nous, les kinés utilisent ces masques-là et avec une très très bonne efficacité puisque les kinés aussi, notamment les kinés respiratoires, ils font aussi beaucoup d'actes aérosolisants. Même si on en a supprimé beaucoup, mais il en reste et donc l'étanchéité est excellente. Et l'adaptateur avec le filtre, c'est facile à trouver parce que nous, on n'arrive pas à les trouver en fait. Vous parlez de quel adaptateur? Pour Vous le masque entends très mal. Décathlon. Je vais Les masques Décathlon en question, Oui, pour pouvoir les utiliser, il faut adapter un filtre. oui. Et c'est ce filtre qui est difficile à trouver avec l'adaptateur du filtre sur le masque. Ils m'ont pas fait part de difficultés d'approvisionnement. Mais je veux bien leur demander comment ils font et vous donner la réponse. Mais ça n'a jamais manifestement présenté un problème chez nous. Par rapport à la stérilisation des masques FFP2, vous êtes en accord ou en désaccord? Donc là, il faut vraiment faire très attention aux masques que l'on utilise. Donc, nous avons mis une procédure en place, nous ne l'avons pas encore utilisée. Elle est en cours de validation dans une société qui contrôle à la fois le filtre et la qualité du masque après des restérilisations. On ne peut pas restériliser n'importe quel masque. Hein. Les KN95 de Chine, ils sont déjà pas bons au départ, mais si vous les restérilisez, ils seront sûrement plus bons à l'arrivée. Donc, je les mets tous dans le même sac. Ils ne sont pas tous mauvais. C'est pas vrai. Mais nous allons restériliser. Nous avons mis au point une procédure de restérilisation des masques FFP2 de chez 3M. Alors, nous, c'est une restérilisation à l'autoclave. Vous avez peut-être entendu des gens qui font des restérilisations dans des stérilisateurs qui utilisent du gaz plasma. Là aussi, il faut faire très attention. Ça, ce sont les gens de l'ASTER, L''ASTER, donc l'association pour la stérilisation, qui connaissent ça très bien et qui sont très. Quand on a des masques avec de la cellulose, on doit faire très attention à la quantité résiduelle de produits qu'il pourrait y avoir dans les masques et qui pourraient à la fin abîmer la peau et irriter terriblement l'utilisateur. Encore une petite question par rapport au patient et à son pouvoir, on va dire,
de ce risque d'emmener des virus dans le cabinet, on me demande si les surchaussures sont intéressantes. Non, honnêtement, les surchaussures, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit bannir. La première chose, c'est que les surchaussures, on y touche. Et donc, le patient, si vous lui demandez de mettre des surchaussures, il va toucher à ses chaussures. S'il ne se désinfecte pas correctement les mains, il aura les mains contaminées, etc. Donc, honnêtement, non. Moi, les surchaussures, c'est toujours quelque chose que j'ai banni. Et je vois personnellement, et ça, je sais que d'autres ont un autre avis, mais moi, honnêtement, personnellement, je n'ai jamais tenu compte du sol dans nos unités Covid, dans nos unités non Covid où on produit des aérosols aux soins intensifs. Le sol, on le désinfecte et vous désinfecterez le sol une fois par jour, certainement. Et c'est bon. Je pense que si vous laissez tomber un instrument par terre, vous n'allez quand même pas le réutiliser. Si vous laissez tomber quelque chose par terre, en général, vous le jetez. Donc non, le sol, honnêtement, moi, je n'y crois pas du tout. Maintenant, j'ai peut-être oublié de vous parler des produits qui sont efficaces contre le coronavirus. Donc, on a dit que le coronavirus était un virus enveloppé, donc excessivement sensible à l'activité de tous les désinfectants et même du savon, et c'est complètement vrai. Maintenant, il y a quand même des produits qui agissent plus vite que d'autres. Et moi, mes deux produits, pas marques, hein, mais mes deux produits, substances, maître à chat pour le coronavirus, c'est le dioxyde de chlore, l'eau de javel. Ce sont des dérivés chlorés, ils sont excessivement actifs sur le coronavirus, et c'est le peroxyde d'hydrogène. Et donc là, il y a des produits commerciaux à base de peroxyde d'hydrogène et de dioxyde de chlore qui sont d'excellents désinfectants de surface et qui désinfectent vraiment très rapidement et qui vous permettent de pouvoir réutiliser aussi le cabinet de façon rapide. Et ils sont adaptés pour les sols. Ah oui, oui, tout à fait. Il y en a qui sont tout à fait adaptés pour les sols. Oui, oui, oui. Okay. Pas pour les parquets, hein, mais j'imagine que vous n'avez pas de parquet. Non. Et vous aurez des marques à suggérer parce que pour le dioxyde de chlore, une des marques qui a une très belle gamme qui désinfecte à la fois les sols et les surfaces hautes, c'est Tristel. Okay. Et ça, on trouve en supermarché ou bien c'est plus dans le circuit hospitalier? Elle n'est plus là. Un petit instant, on a un petit problème de connexion avec Madame Simon. Ça va. La bande passante est trop faible chez elle, je pense, momentanément. Un tout petit peu de patience, ça va nous revenir, je pense. Entre-temps, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que nos prochains apéros seront le 7 mai avec Kenton Kaiser qui va nous apprendre ou nous expliquer comment réussir une bonne prévention vis-à-vis de nos patients, tant point de vue paro que carieux. Et le 12 mai, on aura dans le cadre de la Journée internationale de la santé gingivale des guidelines en paro par le professeur Françoise Lambert et Bruno de Carvalho. Donc, ces deux apéros du 7 et du 12 mai auront lieu non plus à 18h, mais à 20h, parce que nous serons vraisemblablement plus occupés par la reprise de nos activités professionnelles et on a pensé que c'était plus intéressant de les mettre à 20h. Donc, 7 mai, 12 mai à 20h, les deux prochains apéros. Je pense qu'on n'a toujours pas récupéré notre oratrice de ce soir. Tu veux lui téléphoner, Olivier? Oui. Non, je pense que Bon, je pense, Marc, que Mme Simon a quand même répondu à énormément de questions. Il nous a bien éclairé sur le sujet. Son balayage était balayage, c'est le cas de dire, c'était assez complet. Et voilà, je pense qu'on va clôturer ici en remerciant Mme Simon qui a vraiment donné beaucoup d'informations, qui a donné de son temps pour nous, pour la profession. C'est très sympa. Donc, je remercie aussi Ré Médical qui nous a aidés pour diffuser ce apéro de ce soir. Il y a que ça à faire. Je veux souhaiter à tout le monde un bon 1er mai qui sera une fête un peu particulière cette année. Et donc,
le 7 mai et le 12 mai, on vous rejoint à 20 heures pour les deux sujets, Kenton Kaiser en prévention et le guideline en paro avec Françoise Lampert. On vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Attends, Pierre, attends une minute, Pierre, on essaye juste. Un petit instant, on me dit qu'on va peut-être récupérer Madame On a Simon. encore quelques questions pertinentes concernant, par exemple, la pédodontie. À partir du moment où les enfants sont moins contaminants, Et Internet fonctionne. on doit suivre les mêmes protocoles. On t'entend pas, Marc. On a quelques questions pertinentes, par exemple, en pédo. Est-ce qu'on doit suivre le même protocole puisque les enfants seraient moins contaminants? On attend toujours. Tu m'entends ou pas, Pierre? Moi, je t'entends, mais on n'a pas récupéré Non, Madame on n'a pas. Oui, je sais bien. Je dis simplement, on a quelques questions Oui, oui. pertinentes. Ouais. Une question, on en a plein. Oui, vraiment, on peut y passer. On peut y passer la nuit. Attente. Bon, mais c'est vrai qu'elle a déjà répondu à la majorité des On questions. a fait énormément, hein, mais bon, il y a beaucoup de propositions, de suggestions. C'est super intéressant. Olivier, tu penses qu'on peut récupérer Madame Simon ou... Est-ce que vous permettez 2 minutes. Il nous demande encore 2 minutes si vous avez encore un peu de patience. votre présentation, le PowerPoint sur le. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous revoit les 7 et 12 mai à 20 h, je précise. On reste là si vous voulez. Et donc, notre sponsor de ce soir, c'était Rémédical. Non, mais Ils ont du matériel de décontamination pour l'air ambiant. Vous pouvez voir chez eux ce qu'ils proposent. Ouais. Il est difficile de conseiller avec certitude l'un ou l'autre appareil, mais vous allez nous le transmettre, mais sinon je fais l'enregistrement. Un petit instant, je partage avec le groupe. Ouais. Je coupe. Hein. Merci. Donc, elle a difficile à se reconnecter, donc elle a un problème de connexion. Elle veut bien qu'on partage sa conférence, donc je pense que on va demander demain à Olivier Custers de partager l'enregistrement et le PowerPoint de la conférence. Donc, elle a accepté de tout partager. Eh ben alors, oui, tu peux encore remercier l'oratrice de la part de tout le monde, Olivier. Tout à fait, c'est fait déjà. Elle a fait un super boulot et je pense qu'elle a éclairé. Bon, on n'a aucune certitude sur certains points, mais ça fait progresser la façon dont on va travailler. Une bonne soirée à tout le monde et donc Merci, les 7 et 12 mai à 20 h. Salut Marc, salut Olivier. Au revoir. À plus tard. Au revoir Madame Simon, merci beaucoup.